Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Sud TV. Merci de nous suivre. Vous êtes à l'émission Monde Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Bernard Zongo. Il est un homme politique, un écrivain, donc un homme politique militant du mouvement Sens. Il faut également dire qu'il est urbaniste et diplomate de formation. Il réside actuellement à Dakar au Sénégal. Donc il fait partie de cette diaspora burkinabé, mais qui entend aussi jouer leur partition dans l'avenir du pays. Bonjour, M. Zongo, bienvenue. Bonjour, Bernard Bourma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, je rappelle qu'il est co-auteur du livre Penser et agir pour l'Afrique et ensuite Appel à la jeunesse burkinabé. Et donc, c'est lui que nous recevons aujourd'hui à Monde Politique. Alors, vous avez suivi les événements qui ont eu lieu dans notre pays ces derniers temps. C'est sûr que vous n'étiez pas là. Comment est-ce que, de l'extérieur, vous avez suivi les événements depuis le 30 septembre jusqu'à hier où il y a eu la signature officielle de cette charte de la transition? Ok, merci beaucoup. Je pense que, bien évidemment, c'est vrai que je suis de la diaspora, mais je ne peux pas avoir la prétention de parler au nom de toute la diaspora burkinabé. Oui. Mais disons que c'est un sentiment de frustration et aussi de gêne, parce que quand vous êtes dehors et vous entendez le nom du Burkina Faso, tout de suite, ce qui est associé à notre image, c'est un peuple combattant, un peuple digne et surtout un peuple intègre. Mais cette image est en train de s'effriter au fil des années et au rythme des activités politiques qui se passent dans le pays. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, pour certains de la diaspora, il y a cette gêne, ce sentiment de gêne d'être burkinabé. Bien évidemment, on ne peut pas régner notre pays, c'est la terre-mère, c'est celle qui nous a donné tout ce qu'on est aujourd'hui. Mais en même temps, on veut quand même sortir de cet éternel recommencement. On a l'impression que la vie politique au pays se déroule dans un perpétuel recommencement. Et ça, quand même, c'est un peu pénible. Surtout quand on sait que le résultat, il est là aujourd'hui. Hein. Plus de la moitié du territoire n'est pas sous le contrôle du gouvernement, de l'État. Vous avez pratiquement 2 millions de déplacés internes. Et pendant ce temps, l'élite de notre armée est à Ouagadougou pour le contrôle du pouvoir politique. C'est assez pénible. D'accord. Alors, les choses sont allées vite et très vite. Donc, le 30 septembre, le cours de l'histoire est en train à changer. Damiba n'est plus au pouvoir. C'est le jeune capitaine Ibrahim Traoré qui préside maintenant au destiné des Burkinabés. Est-ce que les faits indiquaient que le magistère d'Amiba n'allait pas se poursuivre réellement quand on regarde les choses vues de l'extérieur? Pour ceux qui sont à l'intérieur, oui, mais de l'extérieur, est-ce que quand vous aviez suivi l'actualité, vous disiez à un moment donné, il risque d'avoir quelque chose de pas bien ou de rectification dans cette transition? Bon, disons que Damiba, à ses débuts, comme beaucoup de gens l'ont peut-être vu, il a quand même suscité un peu d'espoir. Le simple fait d'avoir dit « Ok, je vous donne rendez-vous dans 5 mois », pour faire le bilan sur la reconquête du territoire national, ça a quand même suscité un peu d'espoir. Le simple fait d'avoir dit qu'il va être intraitable sur les questions de gouvernance, ça également, ça a suscité beaucoup d'espoir, comparativement à la gouvernance plus ou moins molle de son prédécesseur pour des raisons X ou Y. Donc cela a généré un peu d'espoir. Malheureusement, en lieu et place d'une action militaire vigoureuse pour la reconquête du territoire national, on est vite tombé dans une réconciliation au forceps et on est allé dans des négociations. Ensuite, en lieu et place d'être intraitable sur les questions de gouvernance, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas de changement par rapport aux questions de gouvernance antérieures sur la question des finances publiques. Vous avez vu ce qui a suscité le tollé qui a apparu à la suite de la question des salaires des ministres. Donc au final, les gens se sont dit, bon, peut-être que c'est haute de loi pour que je m'y mette. Mais toujours est-il que ça pose aussi un problème. Ça pose un problème qui fait que nous, en tant que société burkinabé, il faudra qu'on puisse s'asseoir et regarder cela
Parce que l'immixtion de l'armée dans la vie politique, nous ne pouvons pas continuer éternellement sur cela. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faudra qu'à un moment donné dans notre pays, et je pense que peut-être l'occasion est là aujourd'hui, qu'on se parle en tant que Burkinabé, pour que chacun puisse faire le travail pour lequel l'argent public le paye. Et c'est seulement à ce rythme, à ce prix-là, que nous pouvons ensemble trouver des solutions pour sortir de notre pays de la situation dans laquelle il est. Alors, mais il y en a qui disent que c'est vrai que l'époque de coup d'État doit être révolue pour que la démocratie puisse véritablement s'engager, mais qui estiment que s'il y a de la malgouvernance, il y a ceci ou cela, l'armée pourra s'inviter par moment dans la gestion de la chose publique en invoquant ce qu'on peut appeler les coups d'État salvateurs. Est-ce que vous êtes du même avis? Ok, raisonnons par l'absurde. Raisonnons par l'absurde et admettons que les coups d'État sont la solution pour le Burkina Faso. Revenons un peu en arrière. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu une décennie de gestion civile, à peu près 10-12 ans. Tout le reste, c'est une gestion militaire. Est-ce que cela a résolu le problème du Burkina Faso? Non. Donc, les coups d'État ne peuvent pas être la solution pour sortir le Burkina Faso de là où il est. Ce qu'il faut, c'est que, pour parler dans un langage qui est devenu courant, il faut que le peuple s'organise pour gérer sa chose. Parce que c'est le peuple qui est le seul dépositaire de la souveraineté du pouvoir public, de l'État. Donc, à ce niveau, c'est au peuple de trouver les formes organisationnelles pour, à travers ses institutions, pour gérer ses problèmes et ses préoccupations. Et l'armée a un rôle à jouer dans ce dispositif-là. On ne dit pas qu'un militaire ne peut pas ou ne doit pas s'engager en politique. Mais il y a des règles pour cela. C'est encadré par l'État, par la loi. Si un militaire veut s'engager en politique ou veut faire de la politique, il n'a qu'à suivre les règles. Mais si on doit rentrer tout le temps dans l'immixtion de la vie politique de la nation, moi je crains qu'on aille d'instabilité en instabilité. Parce qu'un coup d'État n'est jamais un point final. Et c'est peut-être ça qui accentue aussi les divisions au sein de l'armée. Donc il faudra à un moment donné qu'on se retrouve en tant que fils et filles de ce pays-là pour essayer de voir comment nous pouvons aider l'armée à résoudre ces problèmes de division interne pour repartir au front. Prenons le capitaine Ibe Omo. Il a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reconquérir le territoire national, garantir la sécurité. Et nous voulons repartir au front. Donc, en tant que peuple, aidons-les à faire le travail pour lequel ils sont payés. D'accord. Alors, l'actualité, c'est la clôture des assises nationales. Hier nuit, la charte a été officiellement signée. Le capitaine Ibrahim Traoré est pratiquement désigné comme chef de l'État, président du Faso. Alors, que pensez-vous de ces assises dans son format et dans son déroulé? Deux choses. Dans son format, je pense qu'on aurait pu gagner du temps. Ces assises... à mon entendement, on aurait pu gagner du temps en allant simplement, en réexaminant simplement la charte que Damiba avait élaborée, et puis on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'une nouvelle charte à rédiger, ou bien il ne fallait pas convoquer tout Non, parce que en bout de ligne, c'est comme si on s'efforçait de légitimer le coup d'État, ou d'en faire un coup d'État participatif ou inclusif, comme quelqu'un l'a dit sur Internet. Non, avant, on avait des coups d'État, les gens font leur coup d'État et puis ils déroulent leur programme. Et puis on avance. Quand le CNR est venu, je ne pense pas qu'ils se sont parés d'artifice pour légitimer leur coup d'État, mais ils ont déroulé un programme. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on se batte pour des idées et non pour des individus. Vous vous souvenez qu'il fut un moment où on nous disait que le Burkina Faso n'a pas de pétrole, mais il a Blaise Compaoré. Ça s'est terminé comment? Ensuite, quand Zida est apparu à la place des révolutions, le point levé avec les treillis militaires, on a dit, oh, voici le nouveau Sankara. Ça s'est terminé comment? Roch-Marc Christian Kaboré est venu, on nous a dit, c'est Roch l'insubmersible. Ça s'est terminé comment? Aujourd'hui, nous avons IB. Il faut qu'à un moment donné, on accepte que le treillis militaire, plus la patrie ou la mort, ne fait pas de vous un nouveau Sankara.
Il faut que la jeunesse burkinabé se batte autour des idées, autour des idéaux, et non pour des individus. Alors, donc maintenant, il y a eu le format. On a eu plus de 300 personnes qui se sont retrouvées pour valider la charte. Naturellement, ce qui était plus important dans cette affaire, c'était certainement la confirmation du chef de l'État. Donc aujourd'hui, j'ai dit bien, au niveau, quand on regarde le format, vous avez dit que le mieux c'est qu'on parlait tout simplement la charte laissée par Damiba. Donc les assises n'avaient pas leur raison d'être. Quelle est leur valeur ajoutée dans la situation actuelle du Burkina Faso? Prenons par exemple les assises qu'on a fait sous Damiba. Quelle a été la valeur ajoutée de ces assises-là? Mais Ibrahim Traoré a dissous la charte. Il ne l'a pas suspendue. Oui, même s'il l'a dissous, il est le président du MPCR et à ce titre, il est le chef de l'État. C'est ce que l'acte fondamental lui dit. Ça suffisait pour avancer. Il pouvait mettre un gouvernement et puis ils avançaient. Il faut qu'on gagne du temps et aller à l'essentiel. L'essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'existence même du Burkina Faso en tant que nation, en tant qu'État. Nous ne pouvons pas être assis dans la capitale en train de discuter de forme et de juridisme pendant que nous avons 2 millions de déplacés internes, autour de 700 000 enfants affectés par la fermeture de près de 4 000 ou 5 000 écoles, et la campagne agricole qui a d'une manière pratiquement baissé de 10% par rapport à l'année antérieure. Donc voici les enjeux aujourd'hui. Donc il faut qu'on aille à l'essentiel, il faut qu'on aille vite à l'essentiel pour sécuriser le pays, ramener la paix et faire en sorte que les Burkinabés puissent laisser exploser leur génie créateur, j'allais dire. Alors, une assemblée législative de 71 membres, c'était prévu pour 51. Alors finalement, c'est 71 membres qui ne seront pas rémunérés, mais qui vont seulement percevoir les indemnités de session. Alors, pour certains, il ne fallait pas qu'il y ait une assemblée législative pour cette transition. Est-ce que vous êtes du même avis? Je pense que beaucoup de gens ont longuement épilogué là-dessus. Moi, je m'aligne derrière ce que Laurent Gbagbo a dit. Le président et le capitaine Ibé pouvaient gouverner par ordonnance. Gagnons du temps. Encore une fois, faisons le bilan de l'ancienne ALT au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a apporté de plus dans les problèmes du Burkina aujourd'hui? Voilà. Il faut qu'on apprenne de la vie des institutions. Il faut qu'on utilise les crises souvent pour améliorer les institutions que nous avons, tirer des leçons et faire mieux demain. Moi, quand je regarde un peu le fonctionnement de l'ALT sous Damiba, je me demande aujourd'hui quelle est l'urgence ou la nécessité d'avoir une autre ALT. Et quand ils disent que le mandat sera gratuit ou ce sera... Mais on a dit une session permanente. Ils ne vont pas aller s'asseoir gratuitement. Ils disent qu'ils vont percevoir comment on appelle ça, les indemnités de session. Oui, mais prenez ça et multipliez par le nombre de jours, multipliez ça par le nombre de députés qu'il y aura. C'est quand même considérable. Cet argent aurait pu servir à autre chose. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Nous sommes dans une situation de guerre. Et dans une situation de guerre, il faut qu'une administration de guerre. Il faut une économie de guerre. Il faut que le sacrifice soit consenti et partagé par l'ensemble de la population. C'est une grosse erreur de penser que nous pouvons sous-traiter cette guerre-là contre le terrorisme à la seule armée et tout le reste du peuple va fonctionner comme si de rien n'était. Non. D'accord. On a maintenant un président de la République. Quel profil pour le futur Premier ministre? Le plus important, c'est d'éviter ce qui s'est passé au Mali, entre Goïta et Ndao. Parce que si on a un Premier ministre qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas en accointance ou n'est pas en sainteté politique avec le capitaine Ibé, on aura du mal à fonctionner. Donc c'est pour ça que je pense que ils ont fait leur chose, c'était à eux de mettre en place leur dispositif, dérouler leur programme et puis avancer. Un Premier ministre militaire également? Au jour d'aujourd'hui, je suis tenté de me poser la question de savoir qu'est-ce que cela nous apportera ou pas. Parce que
Nous, en tant que mouvement politique au niveau des sens, on avait milité pour que la transition soit civile et inclusive. Mais à partir du moment où les militaires ont choisi de rester dans cette transition, bon, il faut qu'on s'assume dans ce pays. Il faut qu'on s'assume. Le peuple burkinabé appréciera. Encore une fois, la seule légitimité pour l'armée burkinabé, ça sera sur le terrain. Ce n'est pas dans le juridisme de Ouagadougou. Si l'armée burkinabé arrive d'ici demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, à reconquérir les territoires perdus et à faire en sorte que les déplacés internes repartent dans leur village, ils seront célébrés dans toutes les villes du Burkina Faso. Vous êtes bien à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM 100.7 et de la télévision Free TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Bernard Zongo, un homme politique et écrivain, et donc militant du mouvement Sens Urbaniste et diplomate de formation. À l'émission Monde Politique, nous parlons de la situation actuelle au niveau du Burkina Faso. Alors, quand on parle d'une transition, on parle aussi des aspects diplomatiques. Quelle diplomatie pour notre transition qui a commencé ? Et qui a commencé depuis pratiquement le 24 janvier 2022. La seule diplomatie qui vaille aujourd'hui au Burkina Faso, c'est de faire en sorte que nous puissions exister en tant qu'État. Ah oui. Oui, il faut qu'on existe en tant qu'État. Et tout partenaire qui pourrait nous accompagner sur cette démarche-là sera le bienvenu. Et tous les partenaires disent la même chose. Oui, mais attention, c'est au peuple burkinabé d'imprimer la marche. Quand j'entends... Bon, c'est dans l'air du temps, hein, quand on entend un peu par-ci que non, c'est la France qui va nous sauver, non, c'est la Russie qui va nous sauver, non, non. Aucun pays ne viendra sauver le Burkina Faso. C'est au Burkina Faso de décider ce qu'il veut dans cette guerre-là et maintenant aller à la recherche des partenaires qui pourront l'accompagner. C'est à nous d'imprimer l'agenda, mais pas à une puissance étrangère quelconque. Oui, ce que vous dites est vrai, mais avec les partenaires, les uns les autres parlent de diversification des partenaires. Alors, diversification des partenaires, et chacun vient avec ce qu'il... Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Mais déjà, il faut qu'on sache ce que l'armée burkinabé a fait. Si vous regardez sous l'administration de Locma Christian Kaboré, je crois qu'il y a eu une certaine bagatelle qui a été débloquée. L'Assemblée nationale, en tout cas, a mis de l'argent sur la table pour accompagner les efforts de guerre de l'armée. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a un bilan de ce qui a été fait avec cet argent? Non. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il faut diversifier les partenariats sans chercher à savoir concrètement ce que nous-mêmes nous faisons avec les ressources que nous mobilisons. Peut-être que le point de départ sera là. D'accord. Maintenant, il y a cette pression de la rue qui appelle ouvertement à la Russie. On a vu les drapeaux russes à Ouagadougou qui sont devenus... Hier, il y avait plus de drapeaux russes d'ailleurs que de drapeaux burkinabés. Donc, il y a cette pression de la rue qui demande d'aller vers la Russie. Qu'en pensez-vous, le diplomate président? Bon, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de visibilité sur les efforts des partenaires précédents. Quand le Burkina Faso a un certain nombre de partenaires qui l'accompagnent dans cette lutte contre le terrorisme, est-ce qu'il y a eu assez de communication sur l'apport de ces différents partenaires-là? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, si d'une manière ou d'une autre, il y a une rupture de confiance à ce niveau, parce que le manque de communication sur l'apport des différents partenaires peut créer de la suspicion, peut créer un manque de confiance. Et cela pourrait naturellement donner l'impression qu'un autre partenaire pourrait peut-être nous aider. Mais je dis, il faut faire très attention parce que au niveau stratégique, géostratégique, il y a ce qu'on appelle le New Scramble for Africa. Et il faut que nous, en tant que pays, en tant que Burkina Faso, il faudra qu'on évite d'être le terrain de jeu de grandes puissances. Parce que chaque pays, chaque puissance lit le monde en fonction de ses intérêts. Nous ne pouvons pas en vouloir à la France d'être au Burkina Faso pour défendre ses intérêts. Nous ne pouvons pas en vouloir à la Russie d'être au Burkina Faso pour défendre ses intérêts. Mais le peuple burkinabé, nous en tant que Burkina Faso, est-ce que nous défendons nos intérêts? C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à nous de définir nos intérêts, de les défendre à toute épreuve. Et maintenant, tout partenaire qui pourrait nous accompagner dans la défense de nos intérêts sera le bienvenu. Alors, sur la question russe, est-ce que l'effet au Mali
l'intervention russe au Mali n'a pas influencé la rue à Ouagadougou? Absolument, ce n'est pas seulement le Mali. La Russie est en Mozambique, en Syrie, à Madagascar, en Centrafrique, etc. Donc, encore une fois, la Russie aussi est en train de jouer sur un échiquier géopolitique qui fait qu'elle a besoin d'espace pour exister sur le plan diplomatique. Quand vous prenez par exemple l'Afrique c'est autour de 54 pays qui sont assis aux Nations Unies. C'est, pour parler en termes vulgaires, c'est du bétail électoral également. Donc toutes les puissances essayent d'une manière ou d'une autre d'avoir tous ces États-là dans son corner. Quand vous prenez la guerre, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, l'Assemblée nationale vient tout récemment de voter une résolution pour condamner la guerre en Ukraine. Il y a eu 19 pays africains qui se sont abstenus. Donc il y a également des enjeux à ce niveau. Prenons par exemple l'immigration. Si vous prenez l'immigration, toute la bande de la Méditerranée, celui qui contrôle la Méditerranée contrôle l'immigration, le flux migratoire vers l'Europe. Donc si la Russie arrive à contrôler ces flux migratoires vers l'Europe, la Russie peut déclencher une crise migratoire en Europe si elle le désire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les migrants syriens en Allemagne, en France, etc. Donc, sans compter la question des ressources naturelles. Les États-Unis, on parle de la Russie, nous parlons de la Russie au Mali, etc., mais on ne parle pas des autres puissances militaires. Aujourd'hui, il y a combien de puissances militaires qui sont présentes sur le sol burkinabé? Ce n'est pas la France seulement, ce n'est pas la Russie seulement. Donc, encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. C'est au peuple burkinabé de dégager et de définir clairement ses objectifs et ses intérêts, et maintenant les défendre bec et ongle, peu importe le partenaire qui est en face. Alors, peu importe le partenaire qui est en face, vous le dites, oui, effectivement, c'est ce que les gouvernants disent de l'ancien Premier ministre Moussa Zerbo en passant par la ministre des Affaires étrangères Rosine Koulibaly et aux autorités qui viennent d'être déchues. C'est le même langage, diversifier les partenaires et avoir un discours franc, honnête et sincère, être traité d'égal à égal avec le vis-à-vis et avoir à choisir, à faire des choix qui ne vont pas forcément déranger quelqu'un. Mais est-ce que c'est possible diplomatiquement de dire je fais un choix si l'autre n'est pas, alors qu'il y en a qui disent il faut partir là, nous ne venons pas? Oui, c'est facile si on retourne dans l'histoire. Okay. Parce que ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, c'est peut-être un Berlin de 1885 qui est en train de se dérouler. Mais à la seule différence qu'en 1885, les États africains, les empires africains, les royaumes africains sont allés en rang dispersé. On a vu ce que ça donne comme résultat. Au jour d'aujourd'hui, le Burkina Faso tout seul, le Mali tout seul, la Côte d'Ivoire tout seul ou le Togo tout seul ne pourra pas gagner cette guerre-là. Donc, moi je pense que au lieu d'aller individuellement vers des partenaires, déjà il faudra qu'on ait une approche régionale. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, toute la bande sahélo-sahélienne, il faut qu'on apporte une réponse commune à cette crise-là. Parce que si le Burkina Faso, je vous prends un exemple simple, si le Burkina Faso tout seul devient un passoire, nos voisins du Sud ne seront pas épargnés. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, etc. Donc tous ces pays-là ont intérêt, d'une manière ou d'une autre, à se mettre ensemble avec le Burkina Faso pour qu'on puisse trouver une réponse globale qui s'insère dans l'espace régional. Et c'est seulement à ce prix-là que nous pouvons négocier ou discuter en position de force avec l'ensemble des partenaires qui veulent nous aider. Oui, mais déjà que les trois pays de la bande sahélienne, que ce sont le Mali, le Burkina, le Niger, j'ai exclu pour le moment la Mauritanie, donc les trois qui sont également membres du G5 Sahel n'arrivent même pas à s'accorder sur le plan ou sur les partenaires. Parce que le G5 Sahel, à l'origine, c'était qui l'a créé? Est-ce que les pays africains ont été à l'origine de cette création? Je ne vais pas revenir sur les débats, mais encore une fois, vous ne pouvez pas sous-traiter votre sécurité à une tierce personne. Cela doit venir de ces pays-là. Et n'oublions pas qu'à côté de... Ce n'est pas seulement ces pays-là, il faut aller jusqu'à l'Algérie. Il faut aller jusqu'à l'Algérie. On ne peut pas trouver une solution de long terme à cette crise-là sans l'Algérie. Et c'est pour ça que moi je... Pourquoi sans l'Algérie? On ne peut pas le faire pourquoi? On ne peut pas le faire sans l'Algérie, pourquoi? Parce que quand vous prenez un peu la genèse de certains de ces groupes-là, l'Algérie est une base de ces pays, de ces groupes-là. Est-ce que vous voyez? Les Maliens peuvent en témoigner.
Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On parle de la Libye, on parle du fait que la chute de Kadhafi a permis à ces groupes-là d'avoir un certain nombre d'équipements militaires. Mais je crois qu'une des solutions, une des clés de la réponse se trouve en Algérie. D'accord. Quand je dis le G5, c'est vrai que sur la création du G5 Sahel, il y a plusieurs commentaires qui ont été faits par rapport à qui a été réellement l'initiative. Mais déjà que les trois pays ont à peu près les mêmes problèmes, Burkina, Mali, Niger, ils n'arrivent même pas à s'entendre par rapport au choix même des partenaires ou par rapport à la stratégie en matière de réponse à apporter. Et donc, alors que vous dites de parler le même langage, est-ce que dans ces conditions c'est possible de parler le même langage? Il faut qu'on y arrive, ou bien nous allons périr en tant qu'État. Parce que les résultats sont là aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Mali s'en sort, malgré la présence de Wagner au Mali? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Est-ce que le Burkina Faso tout seul va s'en sortir? Je ne suis pas certain. Nous partageons, quand vous prenez la zone des trois frontières, qu'est-ce qui empêche ces trois pays-là de se mettre ensemble pour faire en sorte qu'on puisse... parce que toute opération militaire que vous conduisez dans un pays, les autres se replient sur d'autres frontières. Et sachant que nos frontières sont poreuses, qu'est-ce qui empêche ces trois pays-là, par exemple, d'avoir une politique de défense commune? Mais c'était prévu d'ailleurs dans le cadre du G5 Sahel, cette politique de défense commune. Oui, mais qui financera cela? Qui financera cela? Si l'initiative n'est pas de ces pays, ça va être très difficile. Prenez par exemple l'expérience de la Mauritanie. La Mauritanie arrive quand même à s'organiser d'une manière ou d'une autre pour défendre son territoire national. Ça, c'est une expérience qui est là. La Mauritanie ne noie pas tous ses efforts dans le G5 Sahel, parce que peut-être elle s'est rendue compte que c'est une coquille vide. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on retourne à la table de discussion avec l'ensemble de ces pays pour essayer de penser au-delà de nos intérêts nationaux, du moins nos intérêts nationaux, pour regarder un peu l'ensemble de la région et voir ce que chacun pourrait apporter pour qu'on puisse juguler cette crise-là, ensemble. Alors, Wagner au Mali, ça fait beaucoup de débats, beaucoup de commentaires, mais les Maliens disent qu'ils ont traité avec l'État russe. Ce n'est pas Wagner, ce n'est pas une force privée qui est sur leur territoire et que ce sont les autres partenaires qui le disent. Pour le diplomate que vous êtes, la stratégie russe, elle est multiforme. La stratégie russe passe d'abord par, déjà, elle cible les pays qui ont un fort potentiel en matière de ressources naturelles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle fait ce qu'on appelle la diplomatie d'élite. La diplomatie d'élite, c'est-à-dire que ça ne passe pas forcément par le canal officiel de l'État, mais elle passe par des leaders d'opinion, par des leaders qui sont dans le pays et qui peuvent d'une manière ou d'une autre influencer le débat national en sa faveur. Et le troisième cordon, c'est la désinformation. Vous constaterez que beaucoup d'informations ou de désinformations circulent sur les réseaux sociaux partout où la Russie intervient. Donc, tout cela réuni offre à la Russie la possibilité de ce qu'on appelle deniability. Par exemple, si c'est le groupe Wagner qui est dans votre pays, la Russie peut dire que non, elle n'est pas comptable des actions de Wagner parce que c'est un groupe privé. Voilà. Mais quand on observe un peu partout l'intervention de Wagner, elle se fait aussi rémunérer à travers les ressources naturelles qui sont dans le pays. Donc, encore une fois, pour notre pays, il ne s'agit pas de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il faudrait qu'on ait la capacité de discernement pour voir quels sont nos intérêts et qui sont les partenaires qui peuvent nous accompagner dans notre démarche. Nous devons être en mesure d'accepter ou de refuser de l'aide pour peu que cela ne soit pas en phase avec nos intérêts. D'accord. Alors, maintenant, dans notre contexte, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que des troupes russes débarquent aussi au Burkina Faso, compte tenu de ce qu'on vit ces derniers temps et de l'affirmation de ceux qui ont pris le pouvoir, qu'ils veulent aller vers d'autres partenaires, mais c'est Damiba qui refusait? Alors, la question déjà, c'est qu'il faut déjà féliciter le Burkina Faso que jusqu'à présent, il n'y a pas eu une mission onusienne qui soit venue s'installer sur le pays.
au regard de ce que nous vivons comme situation, au regard de ce que nous avons comme situation de déplacés internes. Et si la tendance ne se renverse pas, on n'est pas loin de ça. Il se pourrait, je ne le souhaite pas, mais il se pourrait que la communauté internationale décide qu'il va falloir aider le Burkina Faso à régler ses problèmes. Maintenant, c'est tout à notre honneur de faire en sorte qu'on puisse sortir de cette crise par nous-mêmes. Vous avez vu, pendant la transition de 2014, les Burkinabés ont réussi à se réunir autour d'une table et à régler leurs problèmes sans l'apport de la communauté, du moins sans passer exclusivement par la tutelle de la communauté internationale. Mais si la situation sécuritaire ne se renverse pas rapidement en faveur de notre pays, je crains qu'on soit laissé que l'initiative soit prise par la communauté internationale, fût-elle des troupes russes ou une mission des Nations Unies, etc. Mais je crois et j'espère que nous allons trouver les ressorts dans notre pays pour arriver à sortir rapidement de cette crise-là, sans passer par une aide ou par des troupes au sol de la communauté internationale. Alors, entre la Russie, que peut gagner le Burkina avec la Russie, ou qu'est-ce qu'on peut ne pas gagner? Parce que sur le plan diplomatique, il y a des concessions qui sont faites. Alors, vous avez donné les 3 clés d'intervention au niveau de la Russie. Elle vise l'élite, elle vise la désinformation, et puis il y a les ressources naturelles qui sont ajoutées. Mais si le Burkina va vers la Russie, qu'est-ce que le Burkina peut obtenir ou qu'est-ce que le Burkina peut ne pas obtenir avec les Russes? Bon, c'est là où peut-être il y a un quiproquo, parce que très souvent la Russie intervient ou arrive à intervenir là où les circuits officiels de l'État ont de la difficulté à obtenir, par exemple, de l'armement. Okay. D'une manière ou d'une autre, si au niveau central, au niveau étatique, il y a des difficultés avérées ou pas de se ravitailler en armement sur le marché international, les Russes arrivent souvent à faire miroiter cela pour dire que si vous venez avec nous, nous pouvons mettre à votre disposition de l'équipement. Du reste, on a vu cela au Mali. Mais encore une fois, ce ne sont pas les armes qui gagnent la guerre. Je pense que le président Damiba l'a dit, Yacouba Isaac l'a dit, c'est la détermination qui gagne la guerre. C'est le courage qui gagne la guerre. Ce n'est pas une armée qui gagne la guerre, c'est le peuple qui gagne la guerre. Et on l'a vu partout ailleurs, les Américains avec toute la pointe de la technologie, en Afghanistan, ils ont dû plier bagages. On l'a vu au Vietnam. Les Vietnamiens, malgré le faible niveau d'équipement, ils ont réussi à gagner la guerre de Dien Bien Phu avec les Français, contre les Français et avec également contre les Américains. Donc, pour moi, la solution doit être endogène. Nous devons d'abord trouver en notre sein une forme d'organisation, les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Et maintenant, à partir de ce moment, on ira chercher de l'aide un peu partout. D'accord. À partir de ce moment, on ira chercher de l'aide un peu partout. Le sentiment que la collaboration, le partenariat avec la France ne porte pas forcément les fruits, donc les fruits ne reflètent pas la promesse des fleurs, le sentiment est très grand. À tel enseigne que le président Emmanuel Macron parle de sentiment anti-français. Pour vous, qu'est-ce qui explique que les uns et les autres ont commencé à déchanter vis-à-vis de cette France? Je pense qu'à ce niveau également, il faut nuancer. Le Burkina, malgré tout, la France reste un partenaire commercial du Burkina Faso. S'il y avait un sentiment anti-français, comme on le dit littéralement, je ne pense pas que la France allait être notre troisième ou quatrième partenaire commercial, du moins en ce qui concerne les importations. Alors, maintenant, sur les questions politiques, avant d'accuser, avant d'enlever la poutre qu'il y a la paille qu'il y a dans l'œil de ton interlocuteur, il faut d'abord enlever la poutre qu'il y a dans ton œil. Il ne faut pas qu'on surfe sur du populisme, il ne faut pas qu'on surfe sur le soi-disant sentiment anti-français pour se dédouaner de notre propre responsabilité. Moi, je ne crois pas en l'homme providentiel. Je ne pense pas que c'est la France ou c'est X ou Y qui viendra sauver le Burkina Faso. La première responsabilité incombe au peuple burkinabé et à ses leaders. C'est à nous, il faut qu'on soit exigeant avec nos leaders avant d'être exigeant avec le reste de nos partenaires.
D'accord. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. L'émission se poursuit avec Bernard Zongo. Notre invité du jour, nous allons évoluer, c'est la jeunesse qui est aussi l'autre maillon fort de ce pays que le Burkina Faso. Donc pour ne pas dire, c'est l'autre équation, la rue. Alors, dans cette transition, la rue est une autre équation. Comment est-ce que canaliser les 7 énergies de la rue pour le front? Je pense que si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a énormément de jeunes dans la rue, indépendamment des formes que cela prend, je pense que le dénominateur commun, c'est le fait que nous n'arrivons pas en tant qu'État à répondre aux aspirations de la jeunesse. Prenons simplement les statistiques. La population de Burkina Faso est composée à peu près 78% de jeunes de moins de 35 ans. Au lendemain de l'insurrection populaire de 2014, il y avait énormément d'attentes et d'espoirs qui avaient été placés dans les mains de Roch-Marc Christian Kaboré. On sait comment ça s'est terminé. Ensuite, vous avez vu le cas d'Amiba. On sait comment ça s'est terminé. Donc, pour moi, ce qu'on voit dans la rue, disons entre guillemets, c'est tout à fait normal. C'est l'expression d'une attente. On attend énormément de l'État. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça et surtout que cette jeunesse-là puisse, je parle plutôt beaucoup plus de l'élite politico-bureaucratique de cette jeunesse-là. Il faut qu'elle quitte ce que nous appelons dans notre livre l'analphabétisme politique pour s'engager et militer dans des partis politiques, dans leur quartier, dans leur commune, dans leur village, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à notre pays. Pourtant, les jeunes ne veulent pas faire cela. Ils disent d'ailleurs que le printemps des politiques, des partis politiques et des hommes politiques, c'est un printemps révolu. Alors, c'est parce que simplement, on croit en des individus et pas en des idées. Si ces jeunes s'engagent politiquement derrière des idéaux, je pense qu'on peut trouver des formules, on peut trouver des solutions pour résoudre nos problèmes. Parce que fondamentalement, regardons les choses telles qu'elles sont. Je pense et je crois que la démocratie dans notre pays sera locale ou elle ne sera pas. Locale ou pas, ouais. Oui, nous ne pouvons pas espérer ou croire que nous pouvons avoir une démocratie nationale très forte si au niveau local, nous n'avons pas une gouvernance très forte. Ceci pour dire qu'il faut que les jeunes s'impliquent, que ce soit dans leur quartier, dans leur arrondissement, dans leur village. Chacun doit mettre sa main dans la pâte. Il faut que chacun fasse son travail au niveau de son quartier avant d'exiger quelque chose au niveau national. Parce que l'autre argument qu'on entend, c'est quoi? C'est que le milieu politique est pourri, c'est rempli de gens peu recommandables, donc dans ce cas de figure, c'est mieux de rester à l'écart. Mais la nature a horreur du vide. C'est justement parce que ça ne va pas qu'on a besoin de votre lumière, qu'on a besoin de votre intégrité. Parce que si les gens bien, les gens intègres, refusent de faire la politique, le vide sera occupé par des gens peu recommandables. Et ils vont décider de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Non. Mais ce que vous dites est intéressant, mais quand on regarde ce dernier développement où la rue est sortie pour mettre la pression, pour faire basculer le rapport de force en faveur du capitaine Traoré, et hier également qui a continué à mettre la pression, à tel enseigne que les anciens qui étaient aux assises étaient obligés d'aller valider rapidement l'article 5 de la charte pour dire que le capitaine Traoré va conserver le fauteuil présidentiel pour calmer les ardeurs. Est-ce que Ibrahim Traoré pourrait éviter la rue dans sa gestion? Il faut qu'on tire les leçons de notre histoire politique dans un passé récent. Je pense qu'à un certain moment, la gouvernance de Roch était très sensible à ce qui se disait dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Quel résultat ça a donné? En bout de ligne, ce qui compte fondamentalement, c'est de répondre aux besoins de cette jeunesse-là. Bon, maintenant, quant à ce qui s'est passé hier, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la jeunesse burkinabé? Je ne sais pas. Il y a des questions également qu'on pourrait se poser à ce niveau, parce que ça m'a l'air assez bien organisé pour être spontané. Quand on voit tous ces drapeaux russes qui flottent devant la salle de conférence de Ouara 2000, c'est
c'est à se demander qui finance tout ça. Mais bon, là n'est pas le débat. Je pense que fondamentalement, le capitaine IB devrait rapidement organiser l'armée, taire les divisions au sein de cette armée pour repartir le front et reconquérir les territoires perdus. D'accord. Alors déjà, nous allons parler de... Je disais que vous êtes co-auteur. En 2020, vous avez sorti un premier livre avec le titre « Penser et agir pour l'Afrique ». Cette année, vous revenez avec Appel à la jeunesse burkinabé. Vous êtes avec vos co-auteurs Tegawende Sawadogo et Mahamadi Kaboré. Alors, c'est quel appel vous lancez à cette jeunesse burkinabé? Alors, c'est pratiquement 2 ou 3 choses. Premièrement, c'est l'idée d'accepter que personne ne viendra construire le Burkina Faso à notre place. Les jeunes ont un rôle à jouer et les jeunes doivent être acteurs et non objets de notre histoire politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire il faut qu'on se retrouve rapidement autour de nos fondamentaux. Qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple burkinabé? Être burkinabé, le Burkina Faso, ce n'est pas un agrégat d'individus. Le Burkina Faso, ce qui fait de nous des Burkinabés, c'est le Burkinglim, c'est-à-dire c'est notre pensée de construction nationale. Parce que en tant que jeune, vous ne pouvez pas influer sur l'avenir de votre pays si vous ne connaissez pas votre histoire politique. Donc nous invitons les jeunes à bien connaître leur histoire, à bien connaître l'histoire politique du Burkina Faso. Mais quand nous disons cela, nous faisons très attention pour dire qu'il faut éviter de se complaire du passé, en fait. Il faut éviter j'allais dire, la rente mémorielle. Parce que la connaissance du passé ne vaut que si elle vous aide à façonner le présent pour élever votre vécu présent à la hauteur des accomplissements d'hier et pour vous projeter vers le futur avec confiance. Alors, à la page 71, l'engagement plutôt que l'analphabétisme politique, vous dites, il y en a qui disent, je cite, « Ah, maintenant, je suis marié, je suis devenu un ou une responsable, surtout que j'ai des enfants, les histoires de politique ou d'activisme, je ne m'en mêlerai pas. » D'autres disent, à plaisir, la politique, c'est pour les menteurs, les corrompus, etc. Comme je ne veux pas me salir les mains ou qu'on me traite de menteur, je ne m'y engagerai pas, je vais rester neutre. Si les premiers ont une mauvaise compréhension de la responsabilité, les seconds sont simplement des analphabètes politiques. Vous nous en dire plus sur cette question d'engagement comme on appelle ça, mauvaise compréhension d'analphabète politique? Oui, l'analphabétisme politique, c'est de penser que vous pouvez être un élément isolé de la société sans penser que tout changement au sein de cette société est politique. Je prends un exemple. Moi, je suis de la diaspora. Comme beaucoup de mes compatriotes qui vivent dehors, nous pouvons décider ou nous pouvons dire, OK, ce qui se passe au Burkina Faso ne nous intéresse pas. De toutes les façons, nous sommes dehors. Mais le problème, c'est quoi? Un jour ou l'autre, vous allez passer au Burkina Faso, vous allez venir au Burkina Faso, et si vous tombez malade, c'est qui va vous soigner? Ce sont les gens qui sont formés au Burkina Faso qui vont vous soigner. On va vous amener à l'hôpital public. Si l'hôpital public n'est pas bien géré ou est mal entretenu, vous allez en faire les frais. Demain après-demain, si vous prenez votre retraite et vous revenez au Burkina Faso, c'est le système sanitaire burkinabé qui va vous soigner. Ou du moins, disons, ceux qui sont nantis, qui sont au Burkina Faso et qui disent, bon, je ne vais pas m'intéresser à la politique, ce qu'ils font, c'est leur problème, moi j'ai les moyens pour vivre. D'accord, prenons encore la santé. Si vous êtes malade et on doit vous évacuer ailleurs, il faut qu'on arrive à vous stabiliser d'une manière ou d'une autre avant que vous puissiez rentrer dans l'avion. Qui va faire ça? C'est encore l'hôpital public. Si ce système est mal géré, etc. Donc c'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, si on pense que nos vies individuelles et la vie de la nation, que ce n'est pas la politique qui affecte cela, on se trompe. On se trompe. Le prix du pain, le prix du carburant, le prix de l'école, etc. Tout ça, c'est à travers le filtre des décisions politiques. Et si les jeunes, ou du moins ceux qui ont eu la chance au Burkina Faso d'aller à l'école, d'acquérir du savoir, les intellectuels, etc., si ces gens-là ne se mettent pas au service de leur pays,
nous allons en payer le prix d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte. C'est ce message-là pour dire qu'on n'est pas un élément isolé de la société. Peu importe votre niveau de réussite, peu importe votre niveau de confort, il faut vous intéresser à la vie de la nation. On peut certainement dire qu'on a un droit de réserve, etc., mais il y a plusieurs manières de faire la politique. Il y a plusieurs... Si vous restez insensible à l'injustice dans ce pays, d'une manière ou d'une autre, vous allez en payer le prix. D'accord. Vous avez parlé de la diaspora qui est un capital humain inestimable en disant que les jeunes de la diaspora burkinabé représentent un capital humain inestimable pour le Burkina Faso. Ils ont eu l'avantage de parcourir le monde, de découvrir d'autres cultures, d'autres méthodes de travail, d'autres pratiques et technologies. Ils démystifient le monde et participent pour certains à sa gouvernance. C'est cette diaspora qui apportera aussi surtout sa touche d'innovation dans nos manières de penser et d'agir au pays. Alors effectivement, la contribution de la diaspora, elle est toujours demandée, elle est toujours sollicitée. On a même eu un forum de la diaspora qui s'est tenu au Burkina Faso ici. Mais comment est-ce qu'on capitalise les connaissances de la diaspora, les énergies de la diaspora pour bâtir le Burkina? Alors, d'abord, quand on parle de la participation de la diaspora à la construction du pays, tout de suite, les gens voient l'aspect politique. Les gens pensent que bon, c'est à travers des postes politiques qu'on va dire que la diaspora participe. Non, ce n'est pas cela. La participation de la diaspora se joue également sur d'autres terrains. Le terrain de la création des entreprises, le terrain économique, le terrain diplomatique, le terrain culturel, etc. Donc, c'est à nous, en tant que peuple, de créer les conditions pour que les gens de la diaspora puissent s'organiser également pour investir, par exemple, ou bien pour s'investir d'une manière ou d'une autre dans notre pays. Moi, je vois des expériences ailleurs. Quand vous prenez, par exemple, les Maliens qui sont en France ou ailleurs, ils s'organisent et ils viennent investir au pays. Vous prenez les Sénégalais. Moi, je suis au Sénégal. Je visite des villages où les hôpitaux, les centres de santé, les écoles sont construits par des contributions de la diaspora. Vous prenez, par exemple, le domaine de la création d'entreprises. Il y a des gens de la diaspora qui veulent investir dans leur propre pays. Le problème, souvent, c'est que, ou du moins pour parler de notre pays, il y a souvent comme une incompréhension entre ces deux mondes-là. Alors, ceux qui sont de la diaspora sont parfois perçus, ou du moins d'une certaine manière, comme étant arrogants, pensant que parce qu'ils sont sortis du Burkina Faso, et il y en a aussi, je l'ai dit, il y a des gens qui pensent que parce que simplement ils sont sortis du Burkina Faso, ils connaissent tout, et que ceux qui sont restés au pays ne connaissent rien. Non, il faut être humble. Et également ceux qui sont au pays pensent que souvent ceux de la diaspora qui reviennent, qu'ils vont prendre le gâteau et puis le laisser. Non, il faut qu'ensemble on se mette ensemble pour travailler à élargir le gâteau national. Et comme ça, chacun aura sa part. Alors qu'il y a des Burkinabés de la diaspora qui disent qu'ils ont tenté des investissements ici, mais ils ont déchanté parce que sur le plan politique, il n'y a pas suffisamment de moyens d'accompagnement, des mesures d'accompagnement, je vais dire, mais en même temps, ici, il y a le comportement, la lourdeur administrative, et autant de choses qui n'ont pas facilité les choses, et certains ont plié bagage. Est-ce que vous avez été témoin de ces faits? Bien sûr, moi-même également j'ai fait l'expérience, mais le plus important c'est quoi? Le plus important, ce n'est pas simplement le simple fait d'avoir essayé et puis on prend de la reculade. Non, même ceux qui sont au Burkina Faso, ils essayent des aventures de création d'entreprises. Ils tombent une fois, deux fois, trois fois, mais ils continuent, ils réessayent encore. Donc je pense également que de la même manière que quand nous quittons le Burkina Faso et nous allons dans des pays d'accueil, nous prenons le temps de nous intégrer, nous prenons le temps de comprendre la machine administrative de ces pays-là. De cette même manière, il va falloir faire preuve de patience et de persévérance quand on veut faire des choses dans son propre pays. Ça prend aussi du temps quand on quitte son pays. Prenons le cas par exemple de quelqu'un qui a quitté le Burkina depuis 10, 15, 20 ans. S'il veut faire des choses au Burkina Faso, il va falloir qu'il prenne le temps de comprendre un peu comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'il peut travailler avec les gens. Mais je pense que l'un des problèmes qu'on a tendance à occulter, c'est la ressource humaine. De confiance. C'est ça. Je ne dis pas que les gens ne sont pas compétents. Mais le problème souvent, c'est que
en matière de création d'entreprise, vous ne pouvez pas gérer les choses à distance. Il vous faut des relais au niveau du pays. Et le problème, bien souvent, c'est au niveau de ces relais. Très souvent, les gens font l'erreur de passer par leur famille. Il y a plein de cas où les gens sont passés par leur famille et certains, ça marche, mais la grande majorité, ça ne marche pas. D'autres passent par des amis. Là également, c'est des problèmes. Donc, je pense qu'il y a des opportunités. Il faudrait, par exemple, que des entreprises saisissent cette opportunité-là pour mettre en place, par exemple, des structures de gestion de projets ou d'entreprises et prendre attache avec la diaspora. Je pense qu'il y a énormément à faire. D'accord, vous dites qu'il y a énormément à faire. Maintenant, au niveau du Burkina, quel levier actionner pour le développement? C'est-à-dire le développement de la diaspora ou bien de... Oui, c'est-à-dire que pour quelqu'un de la diaspora qui veut intervenir au niveau du Burkina Faso, parce que vous avez été à l'origine de plusieurs SARAP dans le domaine de l'agriculture et j'en passe. Alors, selon vous, c'est quel levier qui est plus ou moins favorable? Non, je pense que les investisseurs de la diaspora ne sont pas différents des investisseurs qui sont au Burkina Faso. Ce qu'il nous faut... Dans tout pays, il y a des secteurs porteurs, il y a des secteurs... Tout à fait, mais ce qu'il faut dans un premier temps, c'est de contribuer à assainir le climat des affaires au Burkina Faso. Parce que vous soyez de la diaspora ou pas, si vous avez 1000 francs à investir dans notre pays et que vous allez avoir des pertes en ligne dues à la corruption ou dues à des circuits difficiles à tracer, vous voyez que ça va décourager les gens, que l'on soit de la diaspora ou pas. Donc je pense que ce que l'État pourrait faire dans un premier temps, c'est de faire en sorte que au niveau des structures qui gèrent la création des entreprises, etc. Et c'est pour ça que je pense que l'initiative de la Maison de l'entreprise est à saluer. Il faut aller au-delà de ça. Ensuite, il faut également au niveau des facilités, au niveau de la fiscalité, par exemple, il faut encourager. Par exemple, il y a une initiative, par exemple, dans le secteur agricole, par exemple, qui fait que si vous voulez intervenir dans ce secteur-là, il y a un certain nombre de facilités qu'il y a. Donc, je pense que il y a pas mal de solutions qui sont déjà sur la table. Il suffit simplement de les appliquer. Alors, dernière question par rapport à l'effort de la diaspora. Plusieurs autres pays n'ont pas les mêmes organisations. Vous avez parlé du Mali, vous avez parlé du Sénégal. Comment ces pays s'organisent et comment le politique, pour ne pas dire ceux qui sont au niveau de l'État, les accompagnent avec des mécanismes plus souples? Je pense que fondamentalement, c'est plus ou moins la même approche. Il y a une certaine forme de solidarité qui existe d'abord au sein de la diaspora. Okay. Malheureusement, au niveau de la diaspora burkinabé, ce n'est parfois pas évident. Moi, j'ai vécu dans des pays où vous avez peut-être 2, 3, 4 associations qui veulent parler au nom de la même diaspora dans le pays. Donc, je pense que déjà, à notre niveau également, il va falloir qu'on balaye dans notre propre cours pour réaffirmer cette solidarité entre Burkinabés qui vivent dans le même pays. Et je crois qu'il y a de belles expériences que nous sommes en train de voir ça et là. Et je crois qu'au final, celui qui va gagner, c'est le Burkina Faso. Mais à condition que chacun de nous puisse mettre du sien et savoir que le bonheur individuel n'a pas de sens quand l'image de la collectivité, quand l'image du pays lui-même est traînée dans la boue. D'accord. C'est sur ces notes que nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation parce que le temps est terminé. Nous vous disons merci d'avoir répondu présent. Nous disons merci également à ceux qui nous ont suivis à la radio et à la télévision. Merci également aux réalisateurs de la télévision et de la radio. Merci encore, madame, messieurs, vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Et bien des choses chez vous. Excellent week-end.